Je voulais vous demander, Monsieur Lindo, si le président Trump est un atout russe. Absolument pas, sénateur. Il est le président des États-Unis dûment élu par le peuple américain. Eh bien, la raison pour laquelle je pose cette question est que de nombreuses personnes, par Coleman, me l'ont posée. Et ils disent que s'il était un atout, nous verrions exactement ce qu'il fait maintenant. Par exemple, il a commencé à transmettre ou à exprimer depuis le bureau ovale de la propagande, qui est de la propagande russe, à savoir que l'Ukraine a déclenché la guerre. Propagande russe, que l'Ukraine a commencé la guerre, que Zelensky est un dictateur. Deuxièmement, il a cédé des éléments clés de la table de négociation avant même que les négociations ne commencent, et que les États-Unis s'opposeraient absolument à toute possibilité d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Troisièmement, il a interrompu les livraisons d'armes à l'Ukraine, sapant ainsi complètement leur capacité à lutter contre un voisin massif disposant de lignes de ravitaillement courtes et de ressources considérables, contre un voisin massif qui dispose de lignes d'approvisionnement courtes et d'énormes ressources. Quatrièmement, il a sapé le partenariat avec l'Europe qui a été essentiel à la sécurité au cours des 80 dernières années, un objectif majeur de Poutine. 80 dernières années, un objectif majeur de Poutine. Enfin, il a tout fait pour discréditer Zelensky sur la scène internationale avec la conférence de presse honteuse au cours de laquelle il a fait équipe avec le vice-président. Conférence de presse honteuse au cours de laquelle il s'est associé au vice-président pour attaquer Zelensky. Je ne peux pas imaginer que s'il était un atout russe, il puisse faire quelque chose de plus favorable que ces 5 points. Qu'est-ce qu'un agent russe pourrait bien faire d'autre que Trump n'a pas encore fait? Monsieur le sénateur, le président a clairement indiqué que sa priorité absolue était d'essayer d'apporter la paix et de mettre fin à une guerre absolument sauvage. La paix et une guerre absolument sauvage. Je sais que vous connaissez cette sauvagerie. Cela tourne à la guerre française du type de la Première Guerre mondiale dans l'est de l'Ukraine. Le président est un négociateur exceptionnellement doué. Exceptionnellement doué. Il est probablement la seule personne dans l'univers entier. Merci beaucoup, car vous vous éloignez du sujet que je soulevais. Le président comprend Monsieur que cela fait partie de ses ces affaires. 5 choses que le Passons président maintenant a à faites une et autre qui sont des si personnes favorables que vous à avez Poutine mentionnées. et si préjudiciables à l'Ukraine et à notre partenariat avec l'Europe, l'éprouvez-vous? Eh bien, monsieur le sénateur, merci pour cette question. Je vais devoir poliment être en désaccord avec vous sur ces 5 choses et sur la façon dont vous les présentez. La guerre en Ukraine n'aurait jamais eu lieu si le président Trump était président en 2022. La guerre en Ukraine Je ne pense a pas eu lieu que à ce cause soit de une la question faiblesse que j'ai de Joe posée, Biden. mais vous pourriez peut-être une autre fois aller à la télévision et exprimer ces points de vue. Mais pourriez-vous répondre à la question que j'ai posée? Êtes-vous d'accord avec les 5 choses que le président Trump a faites, à commencer par le fait qu'il a exprimé la propagande Eh russe bien, depuis vous le savez, bureau ovale? Encore une fois, comme je l'ai mentionné à votre collègue, je ne suis pas ici pour attribuer des étiquettes. Nous sommes D'accord. au milieu d'une Je vous négociation de remercie. paix très importante. J'espère que nous aurons une administration qui s'efforcera d'obtenir le meilleur accord possible pour l'Ukraine, mais ce qu'un atout russe ferait serait de travailler pour obtenir le meilleur accord pour la Russie. Et il semble que ce soit exactement ce que Donald Trump essaie d'accomplir. J'aimerais aborder la question de l'USAID, et vous avez entendu mes collègues. Nous avons un groupe de Mercy Corps dont le siège se trouve dans l'Oregon et qui a des contrats partout dans le monde entier, dans des endroits comme le Libéria, le Kenya, la Syrie, la RDC et l'Éthiopie. L'une des choses qui m'a le plus frappé est l'un de leurs contrats. Il s'agit principalement d'eau potable, de soins de santé, de contrats de nutrition, d'aide aux personnes dans des situations désespérées, en partenariat avec les pays d'accueil, ce qui revient à aider les gens, mais aussi à établir des relations avec ces pays. Mais au Libéria, le contrat qui a été annulé prévoyait un soutien pour que j'étais au Guatemala. J'ai demandé au président quel était le programme le plus efficace que nous ayons au Guatemala et qu'il aimerait mettre en œuvre. Au Guatemala qu'il aimerait voir se développer, il s'agit d'un ancien président du Guatemala,
Et il m'a répondu le programme de repas scolaire. Voici pourquoi. Premièrement, nos enfants ne sont pas assez nourris. Ils souffrent d'un retard de croissance. Deuxièmement, la perspective d'obtenir des repas à l'école les incite à aller à l'école. L'éducation est essentielle. Troisièmement, cela crée des contrats locaux pour les personnes qui préparent les déjeuners. Il s'agit donc d'un petit investissement économique dans chaque village du pays. Est-il logique d'annuler un programme comme celui-ci, efficace à bien des égards, et qui est mis en œuvre en partenariat avec les autorités locales, et qui est réalisé en partenariat avec le pays d'accueil? Cette question s'adresse-t-elle à moi, monsieur le sénateur? Oui, bien sûr. Pourquoi ne pas le faire? Comme vous le savez, l'OTAN est un animal différent. Absolument, je le sais, mais vous avez une grande expérience de la politique étrangère. Si l'annulation d'un tel programme a un sens. Si vous le permettez, j'aimerais revenir un instant sur la dérogation du secrétaire Rubio. La dérogation du secrétaire Rubio couvre spécifiquement... C'est très intéressant. Le contrat n'a-t-il pas été rétabli? Ok, je peux juste regarder la le logement. Permettez-moi d'expliquer que le procureur général Sarah Harris a déclaré que le gel du financement ne se poursuivait pas. Il est terminé, mais le fait est que l'engrenage ne tourne pas. Il faut que l'engrenage tourne pour que les contrats soient rétablis et que l'aide soit versée. Nous parlons donc de maladies à l'étranger. Nous ne voulons pas que des gens prennent l'avion avec ces maladies et les apportent aux États-Unis, comme l'Ebola, etc. Et c'est un double langage que de dire que le financement est gelé quand les rouages ne tournent pas parce que les administrations trouvent d'autres moyens de les maintenir. Les administrations trouvent d'autres moyens de les empêcher de tourner, y compris en licenciant toutes les personnes qui ont fait tourner les engrenages. Je ne veux donc pas entendre parler de dérogation s'il n'y a pas de sincérité de les appliquer et de rétablir la fonction de l'AID. Mon temps est écoulé. Merci. Ce débat soulève une question essentielle. Les décisions du président Trump sur l'Ukraine sont-elles réellement guidées par l'intérêt des États-Unis ou favorisent-elles indirectement la Russie? Certains affirment qu'il a affaibli le soutien occidental à l'Ukraine et a adopté une posture qui profite à Moscou. D'autres répliquent que s'il avait été au pouvoir, la guerre n'aurait jamais éclaté. Mais alors, où se situe la vérité? Ce qui est certain, c'est que ces choix ont un impact direct sur l'équilibre des forces en Europe et sur les relations internationales. Que pensez-vous de cette situation? Trump est-il un négociateur habile qui cherche à mettre fin à la guerre ou ses actions servent-elles les intérêts du Kremlin? Dites-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos réflexions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à Versus TV pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.